Notre conférencière du jour, c'est Claudia Bruno. Elle est psychologue en libéral affolée, il n'est pas très loin d'ici. Elle intervient dans des entreprises en Corse et sur le continent sur l'estime de soi et la gestion du stress. On va développer donc avec elle ce thème. Bonjour Claudia Bruno et merci d'être avec nous. Merci également de m'avoir conviée à cet événement. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Combien d'instituteurs m'ont rapporté en séance qu'ils constataient une baisse de la capacité attentionnelle chez les enfants en classe? Combien de parents m'ont fait part de leur inquiétude quant à leurs enfants qu'ils trouvaient stressés? Maux de ventre, difficulté à s'endormir, peur, manque de confiance en soi, violence, problème d'apprentissage, l'insouciance semble bien loin. Cette conférence sera donc axée sur la cohérence cardiaque comme outil pour apprendre aux enfants à mieux gérer les émotions et à améliorer l'attention des enfants. C'est en octobre 2024, donc tout récemment, que j'ai approfondi le sujet de la cohérence cardiaque. Ça fait bien des années que je la pratique, mais c'est récemment du coup que j'ai compris physiologiquement qu'est-ce que crée la cohérence cardiaque. Et je dois vous avouer que j'ai littéralement été fascinée par sa simplicité, son efficacité. Et aujourd'hui, il n'y a plus une journée où, avec mes patients ou pour moi-même, je ne pratique pas la cohérence cardiaque. J'ai à cœur cette cohérence cardiaque, qu'elle puisse être partagée, enseignée, chez tous les enfants et ces adolescents qui vivent parfois des tempêtes émotionnelles. C'est un outil qui me semble simple à mettre en place, qui permet d'optimiser la concentration dans une période où nous sommes assujettis aux écrans. Et Marcel Ruffo, juste avant moi, en a largement parlé. Donc je ne reviens pas sur ma présentation. Peut-être que certains d'entre vous, vous pratiquez déjà la cohérence cardiaque de manière régulière. Et comme je viens de vous l'expliquer, j'ai vraiment à cœur que dans cette conférence, et c'est tout le challenge pour moi, eh bien, vous puissiez comprendre physiologiquement qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque. L'art de respirer et de se concentrer chez les enfants. Alors, faisons d'abord un petit peu d'histoire. Et commençons par le début. 2017-2019, introduction de la cohérence cardiaque dans 2 écoles. La Réunion, 3 écoles, 35 classes, 770 élèves ont pratiqué 2 respiroutines par jour, donc 2 respirations en conscience. Et les résultats, qu'a-t-on constaté? Eh bien, une amélioration significative du stress perçu par les enseignants et une amélioration du climat en classe, un engagement des élèves, une meilleure cohésion de groupe, un niveau sonore abaissé, et ça peut être intéressant pour nous en tant que parents, une autonomisation des enfants et plus d'attention et moins d'agitation. Académie de Poitiers, Vienne, 8 écoles, 786 élèves qui ont pratiqué cette fois-ci 3 à 4 respiroutines chaque jour en classe pendant 5 mois. Et au bout d'1 mois, alors on leur a fait faire plusieurs tests à ces élèves, et ils étaient un petit peu plus grands dans cette seconde expérience. Donc on a mesuré le stress auprès des élèves, mais aussi des enseignants. Nous avons mesuré les tests de géographie. Et quand je dis non, je ne m'inclus pas dedans, c'est l'équipe qui a travaillé là-bas. Et il y a eu également des tests de lecture qui ont été réalisés. Et au bout d'1 mois déjà, on a constaté des meilleurs résultats sur alors le nombre de sollicitations de l'enseignant qui avait diminué, une plus grande capacité des élèves à organiser leur travail, une plus grande capacité de synthèse, et les enfants se projettent plus loin dans le futur et envisagent des études longues. Donc là, c'est sans équivoque. Et comme ce matin, lors de la réunion, il y en avait certains, le maire de Vescovac, je crois, qui a sorti un grand rêve. Et bien moi, j'en ai un autre, c'est qu'un jour, ce grand rêve, on puisse déployer la cohérence cardiaque un petit peu partout en France et qu'on puisse avoir les mêmes données ici, un jour, autour de la concentration de nos élèves, de l'attention et de la gestion du stress. Allons un petit peu plus loin dans l'histoire, on remonte encore un peu. 2018, le premier livre sur la cohérence cardiaque qui est ici,
a été écrit par David Howard, qui a largement contribué aussi à ce que cette conférence, pour moi, puisse se réaliser. Elle a été adaptée et adoptée à l'école et destinée, c'est un livre qui est destiné aux parents et aux élèves, et dedans, vous y retrouverez toutes les respiroutines. Oups. 1990, 1990, il y a eu l'introduction de la cohérence cardiaque dans les écoles aux États-Unis, il y a une vingtaine d'années par l'Institut Earth-Mars, et les résultats sont favorables sur le stress, les performances cognitives et les apprentissages. Kees Blaes, psychologue, a également introduit la cohérence cardiaque dans les écoles du Pays-Bas. On descend encore un petit peu plus loin. 1946, les premières études officielles sur les effets du stress et de l'anxiété sur le cœur et la variation cardiaque. Mais en fait, en vrai, quand on parle de cohérence cardiaque et de variabilité cardiaque, et on reviendra là-dessus, on parle de connaissances qui ont plus de 4000 ans. L'empereur aurait eu une équipe de jeunes médecins qui auraient écrit un livre sur le fait que le cœur ne battait pas de manière irrégulière. De manière régulière, pardon. Mais en fait, ce n'est pas eux qui ont inventé la cohérence cardiaque. Déjà, avec leurs petits doigts magiques, en médecine chinoise, vous savez qu'on prend les pouls, eh bien, ils ont constaté que quand on était stressé, quand il y avait des émotions, eh bien, du coup, ça avait un impact sur la manière dont notre cœur allait battre. Mais en fait, en vrai, la cohérence cardiaque, eh bien, ça fait plus de 500 millions d'années qu'elle existe. La cohérence cardiaque, eh bien, c'est apparu en même temps que notre système nerveux. C'est apparu au moment de l'apparition des dinosaures, donc des premiers vertébrés. Et c'est là qu'est apparu ce système nerveux central qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que la variabilité cardiaque et donc la fréquence cardiaque, et plus particulièrement le système nerveux autonome qui va nous permettre de comprendre la gestion du stress. L'homme est donc un vertébré et nous appartenons au règne animal. Les animaux s'adaptent au changement par le mouvement, qui est en priorité musculaire. Là, on arrive sur cette image où on voit en fait les hommes préhistoriques et l'image du système nerveux sympathique. Avec la fuite, le combat, eh bien, nous consommons de l'énergie et notre système d'adaptation, que nous partageons avec tous les animaux, est essentiellement destiné à nous éloigner du danger et à l'éloigner comment ? Eh bien, grâce à une action musculaire. Donc, il faut vraiment voir que ce système nerveux autonome, il se partage en deux branches. Il y a d'une part le système nerveux sympathique, qu'on pourrait appeler le système nerveux. Alors, il a perdu sa particule au cours des années, c'est orthosympathique. Et pour le retenir, entendez système SOS, fuite, combat, système qui est tourné vers l'extérieur. Là, au moment où je vous parle, eh ben, mon système nerveux sympathique est très en branle. Donc, j'ai une activation de cette fameuse hormone du stress, le cortisol, de l'adrénaline, puisqu'il y a une montée d'adrénaline en montant sur scène, le système nerveux sympathique est en train de s'agiter. Et à chaque fois, en fait, ce système nerveux autonome va osciller d'un côté et de l'autre. Quand une branche s'active, l'autre s'inhibe. Donc, au moment où mon système nerveux sympathique s'active, le SOS, mon système nerveux parasympathique, on pourrait l'appeler le SPA, eh bien, lui va s'inhiber. Et à l'intérieur de notre corps, ça fonctionne comme un oscillateur. Si je pouvais vous donner un petit exemple peut-être qui pourrait être un petit peu plus parlant, c'est que notre température du corps, elle est toujours à 37 degrés. On est d'accord. Que dehors, il fasse finalement 40 degrés ou moins 20, notre température corporelle reste à 37. C'est ce qu'on appelle en fait l'homéostasie. Notre corps cherche sans arrêt à nous protéger. Eh bien, c'est ce qui se passe exactement avec le système nerveux autonome et cette branche en fait parasympathique et sympathique. Depuis 500 millions d'années, qu'est-ce qui a évolué ? Eh bien, les stresseurs.
Aujourd'hui, les stresseurs, ils sont familiaux, environnementaux, économiques. Et donc, du coup, lui, par contre, notre système nerveux autonome, il n'a pas changé. Il fonctionne toujours de la même manière. Et par définition, il est automatique, involontaire et autonome. Donc, du coup, c'est ce que je viens de vous dire, l'anxiété et le stress que les adultes peuvent ressentir vont retentir également chez les enfants et ça va contribuer à augmenter leur propre anxiété et sentiment d'insécurité. Qu'est-ce que nous disait Hans Selye au niveau du stress ? Hans Selye, qui est un médecin, c'est lui qui a introduit la notion du stress. Il nous disait que le stress, c'est quoi ? C'est un syndrome général d'adaptation. C'est l'ensemble de signes et de symptômes qui caractérisent le stress en général. Tout notre corps cherche à s'adapter. Le stress, c'est 3 phases. Il y a premièrement la phase d'alarme. Je mobilise de l'énergie, je suis surpris, mon cœur s'accélère, mes pupilles se dilatent, je suis prêt à mobiliser de l'énergie. Branche SOS, branche sympathique. Si le stresseur persiste, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une phase de résistance qui mobilise une énergie qui va être, elle, différente. Et si ça continue, que se passe-t-il ? Eh bien, il va y avoir l'épuisement, le fameux burn-out que tout le monde connaît. Peut-être que certains d'entre vous avez eu déjà l'occasion de traverser cette période où vous vous dites au bord du burn-out. Eh bien, vous avez l'explication physiologique de ce qui est en train de se passer. Votre système nerveux autonome est en profond déséquilibre. Et comme nous sommes des animaux, nous nous adaptons par le mouvement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc notre système d'adaptation est lié à ce système qui est automatique et involontaire, et, je le répète, qui s'appelle le système nerveux autonome. Alors, qu'est-ce que la santé optimale ? La santé optimale, c'est quoi ? C'est quand votre mouvement de balancier entre ce système sympathique et parasympathique se fait de manière régulière. Je vous donne un exemple. Avec le compte bancaire, par exemple. Tiens, ça peut parler à tout le monde, ça, le compte bancaire. Si j'ai 100 € de ressources, 100 € de ressources, ça correspond au parasympathique, ça correspond au repos, à la relaxation, à la réparation, à la reconstitution, à la production d'acétylcholine, DHEA. DHEA, mesdames, peut-être que vous connaissez, c'est l'hormone de jouvence, la DHEA. Et c'est comme ça qu'on mesure finalement le stress, c'est en faisant un ratio entre le cortisol et la DHEA. Et bien du coup, si j'ai 100 € de ressources parasympathiques et 100 € de sortie sympathique, je suis à l'équilibre. On est d'accord ? Mais, putain, je ne suis pas très confortable, quoi. 100 € d'entrée, 100 € de sortie, ça me laisse quand même une faible marge. Par contre, si j'ai 10 000 € de rentrée et 10 000 € de sortie, là, ça va me laisser une variabilité qui va être plus grande. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait pour augmenter le cash flow ? Le cash flow de notre santé, comment j'augmente mes ressources ? Donc, vous avez compris que ce qui va diminuer finalement, eh bien, les ressources, ça va être le sympathique. Donc, ce qui va diminuer les ressources, c'est quand mon corps, il est tout le temps en alerte, quand il est tout le temps en train de s'adapter. Et on est les rois et les reines du monde, et les enfants compris, pour aller s'inventer des scénarios catastrophes, pour aller s'imaginer et parfois les médias nous aident beaucoup aussi, que du coup, il va se passer des catastrophes. Tout ça, ça va contribuer en fait à mettre en branle notre système sympathique. Et donc, du coup, il va falloir que chacun d'entre nous, on se prenne aussi en main et on est profondément responsable finalement de notre santé mentale pour pouvoir actionner la branche parasympathique. Donc, quand on est en stress, vous l'avez compris, c'est mon oscillateur qui déconne. Mon oscillateur, il balance vachement plus du côté du sympathique que du parasympathique. Donc, la santé, c'est quoi ? C'est l'équilibre entre les forces tournées vers l'extérieur et les forces de reconstitution de l'énergie tournées vers
l'intérieur. Le sympathique, c'est le repos, c'est la récupération, c'est le recentrage. Le parasympathique, le sympathique, pardon, je me suis embrouillée. Parasympathique, c'est le repos, la récupération. Sympathique, c'est ce qui est tourné vers l'extérieur. Donc du coup, l'équilibre parfait, la santé optimale, c'est les ressources, les dépenses. Comme diraient les jeunes, la best life versus le travail. J'ai beaucoup entendu parler de la best life lors de mes missions justement dans le cadre du contrat engagement jeune où j'accompagnais des jeunes dans l'insertion professionnelle. On me parlait de la best life. Ça faisait partie de leur rêve, la best life. Donc du coup, ça c'est une donnée qui est importante et qui peut peut-être attiser votre attention, c'est que toute pathologie, quelle qu'elle soit, est toujours causée et ou accompagnée d'un déséquilibre du système nerveux autonome. 80% des pathologies sont liées à trop de stress, trop d'activation musculaire, donc trop de SOS, trop de sympathique. 20% des pathologies sont liées à trop de parasympathique. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait être une pathologie liée à trop de parasympathique? Vous avez une idée? Alors, tout ce bruit, j'arrive pas à vous entendre. Oui, je l'entends. La dépression. La dépression, par exemple, c'est vraiment une pathologie qui va être liée au parasympathique. Donc un sympathique trop fort, c'est quoi? C'est des affections cardiovasculaires, c'est des tensions musculaires, c'est l'anxiété, c'est l'hyperactivité. Et un parasympathique trop faible, eh bien, c'est des troubles du sommeil, c'est des troubles digestifs, c'est des troubles de la mémoire, c'est des troubles de l'attention. Et là, je vais m'arrêter là parce qu'autrement, je pourrais lister des troubles du sympathique et du parasympathique jusqu'à demain matin. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du sympathique? Et vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça, parce que je le redis, ce que j'ai à cœur, c'est que vous compreniez physiologiquement ce que crée la respiration attentive. Eh bien, lorsque j'inspire, je vais avoir ma fréquence cardiaque qui va augmenter, ma fréquence respiratoire, la fréquence artérielle va augmenter. Je vais augmenter mon adrénaline, je vais augmenter mon cortisol, et ça va diminuer ma digestion. Au niveau du parasympathique, il se passera exactement l'inverse. Et souvenez-vous, quand l'un s'active, l'autre s'inhibe. Je ne peux pas inspirer et expirer en même temps, en fait. Ça, ce n'est pas possible. Donc, l'autre branche, le parasympathique, le SPA, la fréquence cardiaque va diminuer, la fréquence respiratoire va également diminuer, la fréquence artérielle, la DHEA, notre fameuse hormone de jouvence, va augmenter. Il va y avoir une diminution du cortisol et ça va favoriser la digestion. Donc en fait, la vie, c'est quoi? C'est l'adaptation. L'environnement dans lequel nous vivons, il est changeant, instable, irrégulier, imprévisible et parfois menaçant. Notre corps conserve malgré cela un environnement intérieur relativement stable. Je vous ai parlé de cette fameuse homéostasie, l'équilibre à l'intérieur de son corps. Notre système nerveux autonome s'adapte donc en permanence à l'instabilité extérieure. Ce qui est en lien aussi avec le système nerveux autonome, et ma collègue Marie-Ange Cou qui vous en parlera encore mieux demain, ce sont les émotions. Les émotions, c'est quoi? Émotion, c'est émovere, c'est le mouvement. L'émotion est véhiculée par le système nerveux autonome. Les émotions, elles sont automatiques et involontaires. Les émotions, c'est le message d'adaptation à l'environnement. Les émotions qui sont sympathiques, on a la peur, la colère, le dégoût, la surprise, mais également la joie qui va activer l'adrénaline. Et dans le parasympathique, comme émotion, on a la tristesse et la honte. Si on fait un zoom sur la peur, qu'est-ce qui se passe physiologiquement au niveau de la peur? On va percevoir un danger réel ou imaginaire.
Il va y avoir donc l'accélération de la fréquence cardiaque. Il va y avoir une tension musculaire pour nous préparer à la fuite et le combat. Le cœur se met à battre vite pour produire suffisamment de glucose, transporter suffisamment d'oxygène pour pouvoir faire en sorte que le corps se mette en mouvement. D'ailleurs, on dit même avoir une peur bleue parce que ça crée une vasoconstruction. Les vaisseaux, en fait, se dilatent. Il peut y avoir de la transpiration et la bouche sèche, comme je l'ai là maintenant, parce que du coup, ça va bloquer le système de digestion. La sympathique, c'est quoi ? Donc là, si on fait un zoom sur la tristesse, dans le sympathique, ça va ralentir la fréquence cardiaque. Ce sont les soupirs. C'est le besoin de rapprochement social. Ce sont les larmes. Et c'est le repli sur soi également, la tristesse. On a besoin de calme. Alors, comment se manifeste l'anxiété chez nos tout petits bouts ? Eh bien, chez eux aussi, il y a un déséquilibre du système nerveux autonome. Les symptômes, ce sont quoi pour les enfants ? L'anxiété, la peur, le manque de confiance en soi, les maux de ventre, les problèmes d'apprentissage, la violence, le déficit de l'attention, l'hyperactivité. Donc une bonne gestion du système nerveux autonome est aussi au cœur en fait, de l'équilibre. Et c'est vraiment ce qui va animer notre santé optimale à chacun d'entre nous. Et on a tout intérêt à être justement vigilant sur comment les accompagner en leur donnant des outils simples pour pouvoir gagner leur autonomie et leur santé. Alors, comment équilibrer le système nerveux autonome ? On y vient au cœur de cette cohérence cardiaque, eh bien, par l'art de respirer. La respiration, vous l'avez vu tout à l'heure, elle dépend de notre système nerveux autonome. Elle est automatique, elle est adaptative, elle est involontaire, c'est un réflexe. Elle participe à l'adaptation du mouvement. Vous ne pouvez pas arrêter de respirer. Ça, c'est pas possible. Et même lorsque vous dormez, votre système nerveux autonome, lui, continue de s'actionner. La respiration, et ça, c'est fondamental, est la seule fonction du système nerveux autonome qui soit accessible par la volonté. Il est donc possible de moduler et d'influencer notre système nerveux autonome par le biais de la respiration volontaire. L'inspiration est donc sympathique. D'ailleurs, quand j'ai peur, qu'est-ce que je fais ? Je bloque ma respiration. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour activer, ça va activer le cœur, ça va permettre en fait de produire l'oxygène, de donner le glucose nécessaire pour le passage à l'action. L'expiration, elle permet d'évacuer les gaz carboniques issus des échanges pulmonaires. Les poumons reprennent leur état normal. Le système nerveux autonome revient au repos. Et ça fait du bien. Si on pouvait enregistrer toutes les inspirations et les expirations dans une journée, on pourrait déceler des moments où le stress et l'activité sont importantes et des moments où notre corps il est au repos. La variabilité de la fréquence respiratoire est donc le témoin de notre adaptation à l'environnement externe, donc aux menaces, au stress, mais aussi interne, nos pensées et nos émotions. Alors, pour comprendre la cohérence cardiaque, il faut donc comprendre ce que c'est que cette variabilité cardiaque. Bonjour Augustin. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est une petite vidéo avec mon fils, Augustin. J'ai, grâce en fait à un matériel de biofeedback, j'ai pu mesurer les battements de son cœur. Et c'est ce que je vais vous montrer, en fait, c'est cette courbe, ce qu'on appelle la courbe du chaos. Bonjour Augustin. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté de réaliser cette vidéo avec moi aujourd'hui. Nous allons prendre quelques minutes ensemble pour aller explorer comment ton cœur bat. Ton cœur, il bat plusieurs fois par minute et ton cœur bat de manière irrégulière. Est-ce que tu étais au courant de ça ? Non. Et tu sais pourquoi il bat de manière irrégulière ? Non.
Et ma maman va te le dire. Ton cœur, il bat de manière irrégulière parce qu'il cherche, tout essence cherche sans arrêt à s'adapter à l'environnement extérieur. Et là, grâce à ce logiciel, on va mesurer la fréquence à laquelle ton cœur bat, le nombre de fois où ton petit cœur bat en 1 minute. Et on va observer ensemble ce que ça nous dit en termes de courbe. Est-ce que tu es d'accord, Augustin, pour que je te mette ce petit capteur à l'oreille? Oui. Très bien. Tu n'as rien à faire pour les prochaines minutes. Hop, je te place du coup ce petit capteur qui va mesurer ton pouls et je lance l'enregistrement. Là, tu vois, on va attendre quelques secondes que le logiciel se calibre pour mesurer tes battements de cœur. On attend. Ok, super. Regarde, ne touche à rien. Ça arrive tranquillement. Voilà. Et voilà. Là, tu vois, on peut observer ton cœur qui bat. On voit que ça monte, que la courbe monte, descend, parce que ton cœur cherche à s'adapter à l'environnement dans lequel il est. Alors, Augustin, j'aimerais que tu me fasses très très vite un calcul mental, c'est-à-dire que tu vas calculer 135 moins 20 le plus rapidement possible. Dépêche-toi. Je plaisante, mon petit Augustin. Tu n'as pas à faire ce calcul mental. Ce que maman cherchait juste à mettre en lumière, c'est que ton cœur, il a cherché à s'adapter aux environnements extérieurs. Et maman, là, un petit peu coquine, elle t'a stressé et on voit que ça a augmenté la vitesse de ton cœur. Pourquoi ? Parce que ton cœur, il cherche à produire davantage de glucose et d'oxygène pour que tout ton corps puisse partir soit au combat, soit fuir, soit s'immobiliser. Tu as vu cette courbe comme elle est magnifique et comme on peut observer les variations de ton cœur ? Oui. Eh bien écoute, je te remercie parce que là, grâce à toi, on vient de mettre en lumière ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. C'est la courbe du chaos. C'est une courbe qui est irrégulière, qui est normale et qui met en lumière la manière dont tout notre corps cherche à s'adapter à l'environnement extérieur pour faire ce que l'on appelle, pour maintenir un équilibre interne. Est-ce que c'est clair pour toi ? Oui. Ouais, à peu près. Ok, je te remercie, Augustin, de ta contribution. Pardon, je me remets de mes émotions. Alors, donc là, ce qu'on a vu grâce à la participation active d'Augustin, c'est que on a vu les courbes. Donc, chaque accélération correspond à une activation du sympathique. Donc, l'accélération, c'est l'accélération des rythmes du cœur, mais donc de la fréquence respiratoire. Et par quoi elle peut être induite, cette accélération ? Par la peur, on l'a vu, un stress, une pensée désagréable, un mouvement, un souvenir, un éternuement, une surprise. Les personnes qui me connaissent dans le cadre du cabinet, et j'ai l'habitude de leur dire maintenant je vous branche, donc au début de séance, je leur mets le petit capteur et ça me permet de mesurer en fait qu'est-ce qui se passe au cours de la séance et comment ils sortent de la séance. La diminution de la courbe, la décélération, correspond à une activation du parasympathique. Donc, ce qu'on a pu observer grâce à Augustin, c'est la courbe du chaos. C'est une courbe qui est normale. Chacun d'entre nous, nous avons une courbe chaotique. Notre cœur bat de manière irrégulière, sauf les personnes qui ont un pacemaker. Et l'enregistrement va indiquer les effets de l'environnement, du coup, sur la fréquence cardiaque. Donc, la vie, c'est l'adaptation. Le système nerveux autonome oscille en permanence et la santé optimale, c'est la capacité à osciller entre les deux systèmes avec la plus grande amplitude.
Jusqu'à 11 ans, cette amplitude est maximale. Au fur et à mesure du temps, cette amplitude diminue. 10 000 de ressources, ça vous parle ? Versus 100. On finit avec 100. Mais il y a des moyens d'augmenter l'amplitude d'oscillation. On imagine en fait ce système comme un système de balançoire. Alors, qu'est-ce qui réduit la variabilité cardiaque ? Je viens de vous donner déjà un élément, l'âge, le stress, la dépression, les états anxieux, les maladies aiguës chroniques, la pollution, le tabac, certains médicaments. Et là aussi, on pourrait continuer. En fait, le fait d'être en mauvaise santé, d'avoir des mauvaises conditions de vie, la malbouffe, de vivre à 100 à l'heure, métro, boulot, dodo. Alors ici, on n'a pas le métro. Mais en tout cas, tout ça, ça va contribuer à diminuer notre variabilité cardiaque. Qu'est-ce qui augmente la variabilité cardiaque ? L'activité physique régulière augmente la variabilité cardiaque. Le repos, les vacances. Alors, quand je parle de vacances, je ne parle pas de vacances à 200 à l'heure, où à 8 heures, on a une visite programmée, à 10, une autre, à 15, encore une autre. C'est vraiment des vacances où on va pouvoir aussi laisser le corps se reposer. Les loisirs, la relaxation, la méditation, les prières, le yoga, la musique, l'art en général, l'humour, le rire, les modes de vie simples et équilibrés, l'amour et les relations sexuelles, alors que dans le couple, parce que quand ce sont des relations extra-conjugales, ça augmente le sympathique. Il y a vraiment des chercheurs qui se sont amusés à regarder ça. Donc, seules les relations sexuelles au sein du couple permettent d'augmenter la variabilité cardiaque. La compassion, la gratitude et la reconnaissance, les émotions positives et ce pourquoi vous êtes venu assister à cette réunion, à cette conférence, la cohérence cardiaque permet également d'augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors là, je vous ai préparé un petit quiz. On a Jean, qui a une amplitude que vous voyez faible, la courbe est petite, Pierre, qui a une amplitude moyenne, et Alain, qui a une amplitude élevée. Donc ces 3 personnes ont exactement le même âge. Quel est celui qui est dans la santé la plus optimale ? Jean, Pierre ou Alain ? Alain, bravo. Si ces personnes-là n'avaient pas le même âge, on aurait pu supposer du coup que Alain était le plus jeune. Alors, hop là. Avant de lancer la prochaine vidéo, du coup, j'ai remis à contribution petit Augustin. Et cette fois-ci, dans la prochaine vidéo, on va faire un exercice respiratoire, un exercice de cohérence cardiaque, et vous allez pouvoir constater ce que physiologiquement vous avez comme impact quand vous vous mettez en respiration en conscience grâce à la mesure de la variabilité cardiaque. Alors, Augustin, je te remercie d'être à nouveau présent parce que tout à l'heure, on a vu que ton cœur, il cherche sans arrêt à s'adapter à l'environnement. Et maman, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle t'a fait peur et on a pu constater que ton cœur s'est mis à battre beaucoup plus vite. Ce que l'on va faire maintenant ensemble, et regarde, tu vois, la courbe, elle montre encore les variations des battements de ton cœur. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va respirer ensemble et en rythme. Est-ce que tu es OK ? Alors, je te demande de me regarder et on va mettre une petite main comme ça sur le cœur. On va penser à quelque chose de très agréable et on va respirer ensemble au même rythme. On le fait ensemble, t'es OK ? Oui. Allez. Très bien.
Encore un peu. Parfait, mon chat. Ok, magnifique, Augustin. Qu'est-ce que l'on constate pendant 1 minute? Ton cœur s'est mis à battre de manière régulière. La courbe que l'on peut observer maintenant est beaucoup plus sinusoïdale, c'est-à-dire qu'elle est ronde. On a égalisé ton temps inspiratoire et ton temps expiratoire. Et si l'on compte combien il y a de vagues en 1 minute, on constate qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagues en 1 minute. Eh bien, tu viens d'insuffler un super pouvoir à ton cœur. C'est que tu as mis déjà du courage à l'intérieur de ton cœur, t'a permis d'optimiser ta concentration, ta mémorisation, ta gestion des émotions. Je te remercie. Tape là. Alors là, grâce à l'exercice en fait de respiration en conscience, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on passe d'une courbe chaotique, normale, à une courbe qui va être sinusoïdale. On constate que quand on égalise le temps inspiratoire et le temps expiratoire, ça va permettre de faire osciller le système nerveux autonome entre le sympathique et le parasympathique de manière régulière. Et cet effet-là, quand vous le pratiquez en fait de manière régulière, ça va permettre en fait d'optimiser la concentration, ça va permettre d'optimiser la gestion du stress, ça va donner un sentiment de lâcher prise. Donc la cohérence cardiaque, c'est un état d'équilibre du système nerveux autonome. Elle est induite par la volonté. C'est instable et temporaire et il y a des effets physiologiques, psychologiques et émotionnels. Donc la cohérence cardiaque, c'est la courbe de la variabilité cardiaque qui devient périodique. C'est la définition physique. Ça se caractérise par la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque. Les effets physiologiques, du coup, il y a une baisse de la pression artérielle, il y a une diminution du cortisol, il y a une augmentation de la DHEA, il y a un largage d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone des relations interpersonnelles. Donc on va augmenter aussi notre production d'ocytocine lorsque l'on va se mettre régulièrement en cohérence cardiaque, c'est-à-dire en respiration attentive. Ça va produire ce qu'on appelle des ondes alpha cérébrales. Ce sont les ondes que l'on retrouve notamment dans la méditation et qui vont permettre d'optimiser la concentration et la mémorisation. Et ça va permettre, pour le body summer, c'est intéressant, de diminuer le périmètre abdominal. Les effets psychologiques, il y a un niveau de stress perçu qui va être tomber, il y a une anxiété qui peut diminuer, il y a une augmentation de la clarté mentale, il y a une augmentation des performances, de la mémorisation, une augmentation de la vitesse de prise de décision et une amélioration des relations interpersonnelles. La cohérence cardiaque commence à être impulsée aussi dans des groupes tels que l'armée de terre, l'armée de l'air. Il y a des chefs d'état-major qui se sont intéressés à la cohérence cardiaque et on commence à équiper nos soldats de petits Zen-Spears qui se mettent autour du cou, donc ils sont floqués aux couleurs de l'armée, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un impact sur cette prise de décision, de performance, etc. Donc l'inspiration, c'est profondément sympathique. L'expiration, profondément parasympathique. SPA. Inspi, SOS. Vous vous souvenez? Fuite, combat, relaxation. Et ça, le vrai nom scientifique, c'est l'arythmie sinusale respiratoire. Mais vous imaginez, si j'avais dit que je faisais une conférence sur l'arythmie sinusale respiratoire, peut-être qu'il n'y aurait eu personne, en fait, dans cette conférence. Donc la respiration, elle est volontaire dans la cohérence cardiaque, elle est ample, elle est régulière et elle amène à cet état de cohérence cardiaque. Cet état, il est amplifié lorsqu'on a atteint 6 respirations par minute. C'est une fréquence de 0,10 Hz et ça crée un effet de résonance. Alors,
La cohérence cardiaque, les effets sont fugaces. Ça permet un recentrage, mais si vous ne le pratiquez pas de manière régulière, c'est un petit peu comme votre activité sportive. Si vous voulez des tablettes de chocolat non fourrées qui perdurent pour l'été, il va falloir être régulière sur le sport, sur l'alimentation, sur votre vie saine. Si vous faites que 2 semaines du sport, ça ne marchera pas. Alors vous allez avoir un effet immédiat de votre séance de sport. Dans un premier temps, les courbatures et peut-être un sentiment de mieux-être. Mais pour inscrire des effets qui se potentialisent, il va falloir pratiquer de manière régulière. Eh bien, c'est tout pareil sur la cohérence cardiaque. Les effets vont se potentialiser avec l'entraînement. Où est-ce qu'on pratique ? La pratique, elle peut être de manière collective, chez les enfants, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Ça peut être tout à fait des choses qui peuvent être mises en place de manière régulière et qui ne prennent pas beaucoup de temps, parce que chez les enfants, en fait, c'est beaucoup plus rapide en plus. Ça peut être aussi utilisé dans les établissements de soins à la santé, en entreprise. Là, quand je me suis formée en octobre à Paris avec David Howard, j'étais en formation qu'avec des psychiatres, avec des cardiologues, avec des infirmières en réa, avec des pédopsychiatres qui étaient là. On venait d'un peu partout en fait en France et dans des domaines très disparates. Et on peut faire aussi de la gestion de la douleur avec la cohérence cardiaque. D'ailleurs, les femmes de cette salle qui ont accouché, on nous a appris à respirer pour gérer justement la douleur. On peut la pratiquer également en entreprise. La pratique, elle peut se faire de manière collective, donc il y a plusieurs techniques. Une qui est la plus courante, c'est la respiration synchrone, c'est celle que j'utilise également au cabinet. Donc la respiration synchrone, c'est qu'une personne elle va se mettre en cohérence cardiaque et les autres vont se synchroniser. Et quelques minutes suffisent. David Howard disait que dans cette salle de conférence, si on mettait à chaque coin de cette salle 4 personnes qui se mettent en cohérence cardiaque, c'est toute la salle qui va se mettre en cohérence cardiaque. Parce qu'en fait, nous communiquons aussi par champs magnétiques. Et ces champs magnétiques, ils vont avoir une tendance à se synchroniser sans que vous vous en rendiez compte, à quelqu'un qui va se mettre en cohérence cardiaque. Au cabinet, c'est quelque chose que je vais utiliser sans arrêt avec mes patients. Parfois, quand le patient est en détresse, du coup, je ne dis rien. Je me mets à côté de lui, je lui tends le mouchoir, j'inspire, j'expire et je visualise mon patient avec tellement de lumière autour de lui. Et à la fin, il me fait « ça va mieux ». Et dans ma tête, je me dis « mais ça va mieux pas simplement à cause de mon attitude, mais aussi très certainement parce que je me suis mise en cohérence cardiaque et que j'ai ajouté à ça une visualisation profondément empathique et bienveillante. C'est vraiment incroyable la manière dont on peut communiquer les humains bien au-delà des mots. C'est ce qu'on appelle la syntonisation, quand on se met en cohérence cardiaque et que les autres se syntonisent en fait à nous. Alors les questions fréquentes autour de la cohérence cardiaque, c'est combien de temps les enfants doivent-ils pratiquer, puisque je vous l'ai dit, ils ont une amplitude qui est maximale jusqu'à 11 ans. Les séances, elles sont plus courtes que chez les adultes, et on dit que c'est 3 respirations par année d'âge jusqu'à 10 ans. Donc par exemple, un enfant de 4 ans, 12 respirations suffiront. Pour un enfant de 1 an, 3 respirations suffiront. Est-ce que la cohérence cardiaque peut se pratiquer avec les nouveau-nés ? Oui, la cohérence cardiaque peut être pratiquée chez les nouveau-nés. Et toutes les jeunes mamans qui arrivent au cabinet et qui allaitent, je leur préconise de faire de la cohérence cardiaque pendant qu'elles allaitent, puisque le bébé, comme ça, va bénéficier de ce calme à l'intérieur de la maman. Harvey Karp, qui est un célèbre pédiatre californien, a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages sur le sujet. Il y a des magnifiques vidéos où il tient des nourrissons à la maternité qui hurlent et il fait un mouvement comme ça de balancier en faisant chut, 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 parce qu'il explique que le bébé est aussi à côté de l'aorte et qu'il entend ce son, ce chut, chut, chut. Au bout de 5-6 respirations, c'est magique, le bébé s'apaise. C'est incroyable.
Alors, le meilleur moment pour les respirations à la maison, eh bien, on peut pratiquer 1 à 2 séances par jour à des moments privilégiés comme le coucher, le matin avant d'aller à l'école. Parfois, ça peut être aussi à la demande. Avec Augustin, du coup, ça peut arriver qu'il me demande de faire de la cohérence cardiaque le matin avant d'aller à l'école, puisqu'il y a l'interdiction d'avoir des écrans avant l'école. Mais on y reviendra demain sur la prochaine conférence. Donc, du coup, il faut bien s'occuper. Quand il y a des pleurs, quand il y a des frayeurs, quand il y a des craintes, quand il y a de l'agitation, de la fatigue, eh bien, à ces moments-là, on peut aussi pratiquer la cohérence cardiaque. À l'école, quand est-ce qu'on peut pratiquer la cohérence cardiaque ? Quand les besoins s'en font ressentir ou à des moments de transition de la journée. On a vu dans les expériences que je vous ai proposées au début, dans les études qui ont été réalisées, eh bien, c'était souvent quand les enfants ils arrivaient en classe après la cour de récréation, et ça pouvait aussi être pratiqué en transition entre un exercice de lecture, par exemple, et une activité sportive, et ensuite on revient en classe et on fait des maths. Et bien, du coup, on peut prendre juste 1 minute pour pratiquer la cohérence cardiaque. Ça peut être avant les repas à la cantine pour diminuer l'agitation au moment des déjeuners. Ce que nous racontait David Howard, c'est que c'est des responsables de la cantine qui a demandé si ça pouvait être fait quand elles ont vu les résultats que ça faisait en classe, en fait, dans les écoles où ça a été mis en place. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer maintenant, plus que des mots, ce qui est encore mieux, c'est la pratique. Et j'ai envie qu'aujourd'hui, tous ensemble, on puisse respirer de manière synchronisée, pour tous les enfants de Corse. J'ai envie que dans cette salle, on termine cette conférence par 1 minute de silence religieux, une main sur le cœur. Et je vais vous guider pour qu'on inspire 5 secondes ensemble et qu'on expire 5 secondes ensemble. J'ai envie d'envoyer en même temps une grande pensée d'amour pour tous les enfants et les adolescents de Corse qui sont en souffrance, pour ceux qui nous ont quittés prématurément, et l'actualité ces derniers temps a été ravageuse sur le sujet. J'ai envie qu'on envoie également une pensée d'amour pour tous ceux qui, pour nos propres enfants, et pour tous ceux qui vont aussi bien, parce que ça fait toujours du bien que de recevoir des belles pensées. Alors je vais vous inviter à vous lever et à me suivre. Ça, c'est un petit capteur, c'est un Zenspire qui fait de la lumière, en fait, de manière synchronisée. Donc, on va mettre, chacun d'entre nous, une main sur le cœur. Je vous invite à penser très fort à vos propres enfants, de penser très fort à tous ces parents, à tous ces ados qui nous ont quittés, à tous ceux qui sont encore présents. Et on y va. Merci à tous. Si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de me les poser. Si vous avez des enfants à aller chercher, courez les chercher. Et le micro est là, avant de courir chercher les enfants, les petits-enfants, si vous avez encore quelques minutes à nous accorder. Avec Claudia Bruno, merci beaucoup Claudia, c'était vraiment très intéressant et passionnant. Et demain, à 11h, conférence sur les écrans. Oui, pas les réseaux sociaux, les écrans. Voilà, les écrans. Demain à 11h, soyez ici si vous voulez tout savoir sur les écrans avec Claudia Bruno. Des questions à poser? Mademoiselle, j'arrive. Alors, bonjour. Et ma question, ça serait, est-ce que le surpoids diminue la fréquence du cœur, en fait?
Alors, diminue, j'ai pas entendu la fin. Est-ce que le surpoids diminue la fréquence cardiaque? Oui, alors le surpoids va jouer en fait sur la variabilité de la fréquence cardiaque, effectivement, et pas que d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ça va être important peut-être aussi d'allier ces ateliers de respiration qui peuvent être d'une grande aide. David O'Hare, qui était qui est médecin généraliste, qui a largement impulsé la cohérence cardiaque en France et aussi partout en Europe, a écrit un livre justement sur comment maigrir grâce à la cohérence cardiaque, parce que lui-même avait eu des problèmes d'obésité. Et donc, du coup, il a écrit tout un ouvrage en fait là-dessus. Donc, oui, ça fait partie des choses qui vont diminuer la variabilité cardiaque, mais c'est aussi possible d'y pallier. Et ça a des conséquences sur... on va dire la santé ou... La diminution de la variabilité cardiaque, c'est ça ta question? Oui, c'est ça. Ouais. 80 à 90% en fait de l'ensemble des pathologies est lié en fait à une irrégularité, un dérèglement du système nerveux autonome. Donc, oui, bien sûr que quand on a une variabilité cardiaque qui est minimale, quand on a un système nerveux autonome qui est déséquilibré, eh bien, ça crée des pathologies. Lorsque nous sommes trop stressés, cette surabondance de production de cortisol va jusqu'à créer des ulcères. On dit les mots sur des mots MAUX, les mots MOTS sur les mots MAUX. Donc, bien sûr que ça va venir altérer en fait la santé. Notre environnement menaçant, les stresseurs, le harcèlement, comme nous l'a expliqué aussi Monsieur Ruffo tout à l'heure, et bien du coup, ça va jouer sur notre santé. D'accord, merci. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, en fait, c'est un peu hors sujet, mais pourquoi notre corps, quand on stresse beaucoup, il réagit comme ça, on se met à trembler, à transpirer, notre cœur il bat vite. Eh bien parce qu'en fait, ton corps cherche en fait à te protéger. Notre système nerveux autonome, il a plus de 500 millions d'années et lui, il n'a pas évolué, il n'a pas bougé. Et donc du coup, la courbe elle est chaotique et on se met à transpirer, etc. pour nous permettre en fait de pouvoir mobiliser suffisamment d'énergie pour passer à la fuite, au combat ou à l'immobilisation. Et j'entends bien que des fois, c'est inadapté. Parce qu'en fait, ton esprit, il va capter des choses qui va analyser comme des menaces alors que ce ne sont pas des menaces. Et là, c'est là qu'intervient aussi tout le processus thérapeutique. C'est qu'on va les travailler là-dessus, sur l'environnement, sur la perception de l'environnement, pour avoir un impact sur ce système nerveux autonome. Est-ce que c'est clair au niveau de la réponse? Ouais. Oui, merci. Oui, bonjour. Alors bonjour. Moi, c'était juste un témoignage en fait, oui. Parce que je suis maman et quand les petits s'endormaient, c'était un réflexe naturel que de se me poser à côté, de lui tenir la main, ou à l'un ou à l'autre, et de fermer les yeux et justement d'adapter la respiration. Génial. Sans forcément le savoir en tous les cas, mais c'est un réflexe primaire, naturel en fait. Tout à fait. Que de vraiment se calmer la respiration et voir que l'enfant réagit de manière naturelle puisque on est connecté, on le dit, mais dans le bon sens du terme du coup, pas connecté avec les écrans, mais et l'enfant en effet se calme, s'apaise et s'endort tranquillement. Et ça, c'est devenu un réflexe, voilà. Et encore maintenant. Je peux le faire quand ça arrive. Par contre, et je finirai mon témoignage là-dessus, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est surtout quand je suis énervée et que mon fils me regarde. « Maman, respire !» Il me fait la même. Voilà. Il a 6 ans, mais « Maman, respire !» Voilà. Ça, c'est agréable finalement parce qu'ils ont plus, eux, les réflexes que nous.
C'est vrai. Merci du coup pour ce témoignage. Et effectivement, ce que vous mettez en avant, c'est tout à fait juste. Ce que je suis en train de vous raconter et que bien d'autres ont raconté avant, c'est quelque chose qui est naturel. Nous nous mettons naturellement en cohérence cardiaque. Le fait de comprendre ce mécanisme, le fait de le scander, le fait de le faire davantage en fait en conscience va augmenter la puissance de l'effet. Comme quand on fait de la programmation neurolinguistique et qu'on va tout scander pour voir comment avoir un impact plus important sur son auditoire. On le fait déjà de manière naturelle, mais le fait de scander, le fait de rendre conscientes les choses, ça va nous permettre de gagner en puissance. On a une magnifique boîte à trésors qui est totalement gratos au milieu du visage, qui s'appelle le nez, et qui peut permettre d'optimiser notre santé. C'est quand même dingue, c'est à partager et plus qu'à partager. Bonjour Nathalie, je suis auxiliaire d'agriculture à la pouponnière de Bastia. Alors c'est vrai qu'on se posait la question avec ma collègue, ils sont du coup très jeunes, hein. Ils ont entre quelques jours et 4 ans pour les plus vieux. Et c'est vrai qu'avant le repas, avant la phase de sommeil, il y a des moments clés et on se demandait justement si on pouvait le mettre en pratique. Donc oui. Est-ce que du coup ma question était le petit exercice que vous nous avez proposé tout à l'heure, du coup avec cette main sur le cœur, cette lumière, est-ce qu'on peut reproduire ou est-ce que vous avez d'autres petits exercices à nous Il y en filer? a plus de 52 des respiroutines qui vont être adaptées à tous les âges. Dans le livre. Et dans le livre, vous allez pouvoir retrouver en fait l'ensemble des respiroutines. Là, ce qu'on a fait nous, c'est une respiroutine parmi d'autres. Je suis pas allée non plus trop loin dans l'explication, mais vous imaginez que là, on a fait un temps inspiratoire 5 secondes, 5 secondes. Sympathique, parasympathique, on est l'équilibre. Mais quand on commence à jouer sur ces temps inspiratoires, on va jouer plus sur le sympathique et d'autres fois plus sur le parasympathique. Donc quand je veux créer l'apaisement, eh bien je vais expirer bien plus lentement et longuement qu'à l'inspiration. D'accord, merci. Bon, dès ce soir, on va essayer. Ah mais allez-y, puis regardez sur Internet, c'est riche sur YouTube, vous allez pouvoir trouver plein de petites vidéos, etc. On n'avait jamais fait, d'accord. Ouais, c'est vraiment merci. facile à mettre en place. Merci. Je suis contente. Rappelle-nous la référence du livre, Claudia, peut-être. C'est la cohérence cardiaque donc, de David Howard, qui est... Je vais vous le passer aussi en grand... sur l'écran. Tac. Il est là. Si vous voulez le feuilleter d'ailleurs avant de partir, allez-y. Hein. Ah, il est en vente? Ah, purée, fabuleux. Sur l'étalage. Génial. Qui voudrait poser une question à Claudia, madame? Bonjour Claudia. Moi, je voulais juste savoir s'il y avait des écoles primaires en Corse qui pratiquaient justement... Eh bien, à ce jour, non, Frédéric. Non, pas encore. Alors, peut-être qu'il y en a de manière éparse et dont j'aurais pas connaissance, mais à ce jour, non. Et j'ai vraiment, vraiment très envie que ça puisse être impulsé, diffusé dans un max d'écoles. Parce que c'est simple à mettre en place et ça coûte pas cher. Exactement. Au niveau de la formation, je veux dire... La formation, c'est une après-midi de formation pour les enseignants et le personnel. C'est pas grand-chose en termes de formation. Merci. Autre question? Alors, encore une fois, c'est pas une question directe, mais c'est pour répondre à la dame. Il n'y a peut-être pas un effet de mise en place réelle de cohérence cardiaque. Par contre, on a la chance, et notamment tout près, sur la commune, donc les écoles de la commune. En maternelle, après, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais ils font du yoga. Ah, ça c'est top. Et ça, les enfants, justement, apprennent à respirer pendant leurs exercices. Et c'est drôle aussi quand ils arrivent à la maison et qu'ils nous expliquent comment ils ont fait, comment ça s'est passé. Donc oui, c'est pas uniquement de la cohérence cardiaque, mais par d'autres activités, je dirais, comme le yoga. Je sais qu'ils en font en maternelle, en l'occurrence. Voilà. Oui, d'ailleurs,
Dans la cohérence cardiaque, on parle aussi du brain gym. Et en fait, ce sont toutes ces pratiques telles que le yoga, le brain gym, associées en fait à des techniques de respiration qui vont induire en fait des effets de cohérence cardiaque. On l'a vu, hein, pour augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque, le yoga, la méditation, les prières, tout ça, ça va. Le sport, les activités sportives, la marche, va permettre d'augmenter cette variabilité cardiaque. Claudia, merci pour cette conférence magnifique, vraiment. Alors moi, c'est aussi un témoignage, parce que je pratique la cohérence cardiaque depuis à peu près une vingtaine d'années. Cela grâce à un gastro de Bastia qui m'avait appris et fait connaissance de la cohérence cardiaque sur Paris. Donc j'ai fait une formation à l'époque. Et nous pratiquons à Folie, à la médiathèque, 2 fois par mois, des ateliers d'improvisation sur les émotions, mais aussi de cohérence cardiaque. Alors, soit en individuel, mais aussi en atelier. Et je peux témoigner que ça fait vraiment du bien, parce que je pratique personnellement depuis très longtemps, et ça m'a, disons, entraîné plus de bien-être, et surtout la gestion de la douleur, parce que la cohérence cardiaque permet d'atténuer les douleurs chroniques, aussi, entre autres. Merci. Et Augustin est complètement fan, mon fils, des ateliers de Marie-Ange Cou qui toutes les 2 semaines avec Laure à la médiathèque. À la médiathèque, avec l'atelier là, qui est présenté demain, justement sur aussi la parentalité par enfant. D'ailleurs, je vous livre une petite anecdote. J'ai une amie, il n'y a pas très très longtemps, qui fait beaucoup de tension et qui m'a expliqué lors de son dernier rendez-vous de contrôle, et le rendez-vous de contrôle, c'est toujours quelque chose qui fait augmenter sa tension. Eh bien, elle est allée à son rendez-vous et il y avait 3/4 d'heure d'attente. Et cette amie m'a expliqué qu'elle s'était mise en cohérence cardiaque pendant 3/4 d'heure et que s'est-il passé ? Eh bien, sa tension était parfaite. Donc, 3/4 d'heure d'attente, elle l'a optimisé par la cohérence cardiaque, ce qui a permis d'optimiser, ça a permis que son contrôle de santé soit plus fluide. Oui, avant une opération. Oui. Pareil, moi j'ai eu la chance d'être encadrée par une cantatrice qui m'a aidée justement et orientée sur la respiration. Et c'est vrai que ça a été du coup, passons l'expression, comme une lettre à la poste. Oh là là, fabuleux. Ça c'est beau comme témoignage. Mais de mon côté aussi, quand j'étais enceinte de mon fils, j'ai pratiqué avec une dame qui vient du Canada. C'est la méthode hypnonaissance. Et du coup, il y avait beaucoup de techniques de respiration. Et je peux témoigner que jusqu'à la dilatation 5 de mon col, je dansais dans la chambre. Voilà. Les contractions, je ne les sentais pas. Et tout était fait avec la respiration. On va remercier Claudia, avec joie. Bruno, et rendez-vous demain matin, donc. Demain matin à 11h avec Claudia Bruno, donc psychologue, rappel à Folie, en libéral, sur donc les écrans. On parlera des écrans avec vous demain à 11h. Merci. Merci Claudia. Avant la conférence de Claudia, 10h demain, conférence sur le thème émotion avec Marie-Ange Couki. Donc demain à 10h. Claudia à 11h, à 13h, conférence sur la sexualité avec Anthony Casanova. À 15h, conférence sur le thème harcèlement, sommeil et communication avec le professeur Marcel Ruffo pour conclure donc notre cycle de conférences dans le cadre des journées de la famille. Merci d'être avec nous et bonne fin d'après-midi à tous.